L'assiette glissa des mains d'Élodie Moreau, éclatant sur le marbre ivoire du restaurant Le Bellini, l'un des plus prestigieux établissements italiens de tout Paris. Le fracas du cristal fit taire le murmure des conversations, et pendant une seconde, le temps sembla suspendu. Tous les regards se tournèrent vers elle, y compris ceux d'Adrien Beaumont, le milliardaire franco-italien le plus redouté des milieux d'affaires. Un éclat de sauce rouge macula le bas de son costume sur mesure. Adrien fronça légèrement les sourcils et murmura à son associé, sans baisser la voix. Voilà pourquoi on ne recrute plus sans diplôme. Les gens comme elle devraient servir des hamburgers, pas du caviar. La phrase tomba comme un coup près. Élodie sentit ses joues s'enflammer, mais au lieu de baisser les yeux, elle s'accroupit pour ramasser les débris, chaque éclat brillant comme une étoile brisée. Le directeur du restaurant accourut, l'air paniqué, s'inclinant devant le client d'un ton obséquieux. « Monsieur Beaumont, toutes nos excuses. Elle sera sanctionnée immédiatement. » Il lança ensuite à Élodie un regard glacial. Pourtant, au lieu de s'écraser, elle se redressa lentement et planta ses yeux clairs dans ceux du milliardaire. « Je vous présente mes excuses pour l'incident, monsieur, dit-elle d'un ton calme et assuré. Mais je vous garantis que mon éducation est parfaitement suffisante. J'ai un master en littérature italienne de la Sorbonne. Pour ce que ça vaut, je sais reconnaître un homme cultivé d'un homme qui se contente de le paraître. » Un silence stupéfait s'abattit sur la salle. Le regard d'Adrien se figea. Son associé étouffa un rire derrière sa serviette. Pour la première fois depuis longtemps, Adrien Beaumont ne trouva rien à répondre. Ramasser ça et retourner au travail, siffla le directeur. Nous en parlerons après le service. Élodie hocha la tête. Elle savait ce que cela signifiait, un entretien humiliant, sans doute la fin de son emploi. Et pourtant, elle ne regretta pas ses paroles. Ce poste, elle en avait besoin, il payait son loyer et ses études doctorales sur la littérature de la Renaissance française. Mais parfois, se taire coûtait plus cher que tout. 20 minutes plus tard, elle se tenait dans le minuscule bureau du directeur, les mains jointes derrière le dos. « Tu réalises à qui tu viens de manquer de respect » gronda-t-il. « À Adrien Beaumont » répondit-elle sans hésiter. « Et il n'avait aucun droit de m'insulter. »« Aucun droit » s'étrangla-t-il. « Ce type paie assez pour que cet endroit survive. Ces dîners font tourner tout le restaurant en basse saison. Et toi, tu l'humilies. » J'ai simplement répondu, murmura-t-elle. « C'est suffisant pour que je te renvoie. » Les mots tombèrent lourdement. Élodie sentit un vide s'ouvrir sous ses pieds. « Vous me licenciez parce que j'ai défendu ma dignité ? Parce que tu as humilié l'un des hommes les plus puissants d'Europe, » répondit le directeur d'un ton las. « Je n'ai pas le choix. » Elle sortit du bureau en silence, le cœur battant dans sa poitrine. Dehors, la pluie de février tombait fine et froide sur les trottoirs de Saint-Germain. Dans le métro du retour, son reflet dans la vitre lui renvoya le visage d'une femme perdue entre la colère et le désespoir. Sans ce travail, elle ne pourrait pas payer son loyer. Sans logement, adieu le doctorat, adieu ses rêves. Tout cela pour une assiette cassée, et un homme persuadé que l'argent donnait le droit d'humilier. Lorsqu'elle atteignit son petit studio du 5 étages, son téléphone vibra. Un message de Camille, sa colocataire. « Tu as vu ça ? Ton affrontement avec le milliardaire fait le tour d'Internet. » Une vidéo était jointe. Quelqu'un avait filmé toute la scène. Le titre clignotait, « La serveuse qui a remis un milliardaire à sa place » en italien parfait. Élodie sentit son estomac se nouer. Ce n'était pas la gloire qu'elle voulait. C'était la tranquillité. Mais le monde venait d'en décider autrement. Quand elle entra, Camille sautillait d'excitation. « Tu es célèbre. Twitter t'adore. Et moi, je suis au chômage, » répondit Élodie en s'effondrant sur le canapé. Le sourire de Camille s'effaça. « Il t'a viré ? » ?»« Oui. Et j'ai 2 semaines pour trouver autre chose avant de ne plus pouvoir payer le loyer. » Son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était un courriel. L'expéditeur fit battre son cœur plus vite. adrien.beaumont@beaumontgroup.fr. Objet, une proposition. Mademoiselle Moreau, notre interaction de ce soir fut inattendue. J'aimerais vous parler d'une affaire d'intérêt mutuel. Demain, 9h, mon bureau, adresse ci-dessous. Adrien Beaumont, PDG Groupe Beaumont. Élodie resta figée, les doigts tremblants. Il veut me rencontrer. Oh lui ! S'exclama Camille. Après ce que tu lui as dit ? Aucune idée de ce qu'il mijote, murmura Élodie. Mais je crois que je n'ai pas vraiment le choix. Elle ferma les yeux. Demain, à 9h, elle affronterait à nouveau l'homme qui avait bouleversé sa vie, et peut-être, sans le savoir, sur le point de la changer encore plus profondément. Le lendemain matin, Paris brillait sous un soleil pâle, celui des jours où tout peut basculer. Élodie se tenait devant la façade de verre du Beaumont Group, un gratte-ciel élégant dominant l'avenue Montaigne. Chaque reflet de la lumière sur les vitres semblait lui rappeler à quel point elle était minuscule dans ce monde de puissance et d'apparence. Elle inspira profondément avant d'entrer. Le hall, vaste et silencieux, sentait le cuir neuf et le pouvoir.
Elle avait choisi son tailleur bleu marine, sa blouse blanche impeccablement repassée, mais en traversant le marbre immaculé, elle se sentit presque invisible. Derrière un bureau en verre, une réceptionniste à la coiffure parfaite leva les yeux. « Bonjour. Je suis Élodie Moreau, j'ai rendez-vous avec Monsieur Beaumont à 9 heures. » Un léger froncement de sourcils. « Avez-vous une convocation officielle, Mademoiselle Moreau ? » « Oui, un courriel personnel de sa part. » Après un rapide coup de téléphone, la réceptionniste hocha la tête. « Son assistante va vous accompagner. » Quelques instants plus tard, une femme élégante aux cheveux blonds coupés au carré apparut. « Bonjour, je suis Sophie Durand, l'assistante de Monsieur Beaumont. Il vous attend. » Elle la guida vers un ascenseur privé. L'ascension fut si fluide qu'Élodie ne sentit presque pas le mouvement, seulement son cœur qui battait plus vite à mesure que les étages défilaient. Quand les portes s'ouvrirent, elle entra dans un espace lumineux qui dominait tout Paris. Des baies vitrées du sol au plafond encadraient la ville comme une toile vivante, la Seine scintillante, la coupole des Invalides, la tour Eiffel se découpant sur un ciel bleu d'hiver. Adrien Beaumont était là, debout, les mains croisées derrière le dos, observant la ville. Il ne se retourna qu'au moment où Sophie annonça d'une voix neutre. « Mademoiselle Moreau est arrivée, monsieur. » Il pivota lentement. La lumière du matin révéla des détails qu'Élodie n'avait pas remarqués la veille, des mèches argentées dans ses cheveux sombres, de fines rides au coin des yeux, et cette assurance tranquille propre aux hommes habitués à ce que tout leur obéisse. « Merci d'être venu, dit-il d'une voix basse, légèrement teintée d'un accent italien. Il désigna 2 fauteuils de cuir face à face. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Élodie s'assit au bord du siège, droite, sur la défensive. « Votre message parlait d'une proposition, monsieur Beaumont. Je suppose que ce n'est pas à propos de la vidéo. » Un bref sourire effleura ses lèvres. « En partie, si. Mais pas comme vous l'imaginez. » Il s'installa en face d'elle, l'étudiant comme un objet d'étude rare. « Votre italien est remarquable. Où l'avez-vous appris ? » ?»« À la Sorbonne. Et j'ai vécu 1 an à Florence pour mes recherches sur la Renaissance. Et maintenant, vous préparez un doctorat ? » Elle se raidit. « Comment le savez-vous ? Je me renseigne toujours sur les personnes qui m'intriguent. » Elle le fixa, surprise par la franchise de sa déclaration. « Pourquoi suis-je ici ? » ?»« Parce que j'ai besoin de vous, répondit-il simplement. Mon entreprise est en pleine négociation pour l'acquisition d'une chaîne d'hôtels italiens historiques. Les discussions sont délicates, elles exigent non seulement une parfaite maîtrise de la langue, mais aussi une compréhension profonde de la culture, de l'histoire, des sensibilités. Élodie fronça les sourcils. Vous avez des centaines d'employés. Pourquoi moi ? Parce que la plupart me disent ce que je veux entendre. Vous m'avez contredit devant une salle pleine de monde. Et vous aviez raison. Elle resta silencieuse, décontenancée. Vous m'avez humiliée, certes, poursuivit-il, mais vous avez aussi prouvé que vous êtes intelligente, cultivée et capable de parler vrai, même face à un homme de pouvoir. C'est précisément ce qu'il me faut. Élodie sentit la méfiance monter. Vous voulez m'engager parce que je vous ai remis à votre place ? Je veux vous engager parce que vous savez qui vous êtes. Et parce que cette affaire concerne la Renaissance italienne, votre spécialité. Il sortit une pochette de cuir et la posa entre eux. 6 semaines à mes côtés. Vous m'accompagnez à Florence, vous traduisez, conseillez, participez aux réunions et aux réceptions. En échange, je double votre salaire annuel et je paie la fin de vos études. Elle écarquilla les yeux. L'offre était vertigineuse. Pourquoi moi ? Vraiment. Parce que votre présence à mes côtés raconte une histoire, le milliardaire arrogant qui a appris l'humilité grâce à une serveuse. Les Italiens aimeront cette image. Donc je ne serai qu'un symbole. Non, répondit-il calmement, une consultante précieuse. Et bien payée. Elle hésita, puis dit d'une voix ferme. J'ai des conditions. Une lettre de recommandation à la fin du contrat. Et je refuse de jouer un rôle qui me rabaisse. Un éclat de rire sincère s'échappa d'Adrien. Si j'avais voulu une marionnette, je ne vous aurais pas convoqué. 3 jours plus tard, l'avion privé du groupe Beaumont s'élevait au-dessus des nuages, laissant Paris derrière lui. Assise dans un fauteuil de cuir clair, Élodie regardait par le hublot, hypnotisée par la mer de lumière qui s'étendait sous ses yeux. Jamais elle n'aurait imaginé vivre cela, elle, l'étudiante fauchée, embarquée pour Florence dans un jet privé. À chaque vibration, elle se demandait si elle avait bien fait d'accepter. Adrien était assis en face d'elle, détendu, parlant en italien rapide au téléphone. Même vêtu d'un simple pull de cachemire et d'un jean sombre, il dégageait une autorité tranquille, presque dangereuse. Quand il raccrocha, il la regarda enfin. « Nerveuse ?» demanda-t-il, avec ce léger sourire qui désarmait autant qu'il agaçait. « Disons, consciente de l'absurdité de ma situation. Absurdement prometteuse, peut-être. » Elle détourna le regard, feignant de se concentrer sur les documents qu'elle avait reçus la veille, un dossier épais sur les hôtels Villa Médicis, propriété de la famille Ricci, vieille dynastie florentine. Beaumont voulait racheter la chaîne, moderniser les bâtiments tout en préservant leur âme.
Du moins, c'était la version officielle. Quand ils atterrirent à Florence, le soleil couchant enveloppait la ville d'une lumière dorée. Depuis la voiture, Élodie aperçut le dôme majestueux du Duomo, le Ponte Vecchio, les ruelles bordées de pierres chaudes. Tout son corps vibra d'une émotion qu'elle n'avait pas ressentie depuis ses années d'études ici. « Votre visage a changé », remarqua Adrien, son regard effleurant le sien dans le reflet de la vitre. « On dirait que vous rentrez chez vous. »« Florence, c'est plus qu'une ville pour moi », murmura-t-elle. « C'est là que j'ai appris à aimer l'histoire et la vie. »« Alors nous avons un point commun », dit-il doucement. « Ma grand-mère était florentine. J'ai passé mes étés ici, enfant. » Élodie tourna la tête, surprise. Pendant tout le vol, il avait parlé stratégie, chiffres, actionnaires. C'était la première fois qu'il laissait entrevoir une part d'humanité. Leur hôtel, la Villa Lordana, surplombait la ville depuis une colline. Une demeure de pierre claire, entourée d'oliviers, avec une vue à couper le souffle. Élodie découvrit sa suite, terrasse privée, marbre blanc, bouquet de lys sur la table. Ce luxe lui semblait irréel. Quand elle rejoignit Adrien dans le salon principal, il était penché sur des dossiers. Ce soir, dîner avec Francesca Ricci, la matriarche de la famille, dit-il sans lever les yeux. Je connais son parcours, répondit Élodie en s'asseyant. Elle a sauvé l'entreprise après la mort de son mari. C'est une femme de caractère. Redoutable, surtout, ajouta-t-il. Et elle ne m'aime pas beaucoup. Elle me considère comme le symbole du capitalisme moderne, rapide, froid, impitoyable. Et elle a tort ? Demanda Élodie calmement. Adrien releva la tête, surpris par l'audace. Puis, lentement, un sourire lui effleura les lèvres. C'est exactement pour ce genre de questions que je vous ai engagé. Le soir venu, ils retrouvèrent Francesca Ricci dans un restaurant intimiste de la vieille ville. À 70 ans passés, elle dégageait une élégance souveraine, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, son regard perçant. « Madame Ricci, dit Adrien en italien, permettez-moi de vous présenter Élodie Moreau, ma conseillère culturelle. » Francesca détailla la jeune femme de haut en bas. « Et qu'est-ce qui vous rend qualifiée pour ce rôle, mademoiselle » demanda-t-elle avec un ton mi-sceptique, mi-curieux. Élodie soutint son regard. Je prépare un doctorat à la Sorbonne sur la Renaissance italienne. J'étudie la manière dont le patrimoine culturel forge l'identité moderne. Ce qui, je crois, est précisément ce qui rend vos hôtels uniques. Un léger pli de sourire apparut au coin des lèvres de Francesca. Une érudite. Intéressant qu'Adrien ait choisi une intellectuelle au lieu d'un conseiller financier. Le dîner fut plus fluide qu'Élodie ne l'aurait imaginé. Elles parlèrent d'art, de Botticelli, de la restauration des fresques de Santa Croce. Adrien, à sa surprise, participait activement à la conversation, évoquant les bâtisseurs florentins avec une passion sincère. Quand ils quittèrent le restaurant, la lune baignait les pavés d'une lumière argentée. « Vous l'avez impressionnée » murmura Adrien alors qu'il montait dans la voiture. « C'est elle qui m'a impressionné. Elle aime ces lieux comme s'ils étaient ses enfants. »« C'est bien là le problème, » répondit-il, plus sec. « Les sentiments sont un luxe que les affaires n'autorisent pas toujours. » Élodie tourna vers lui un regard calme. Sans passion, même la pierre finit par s'effondrer. Il resta silencieux un instant, avant de répondre. Vous avez décidément le don de dire les choses qu'on préfère ne pas entendre. Et pourtant, dans ses yeux gris, il y avait quelque chose. Le lendemain matin, un ciel d'un bleu limpide s'étendait au-dessus de Florence. Francesca Ricci en personne les accueillit dans le hall du Villa Médicis, le plus ancien des hôtels de sa famille. L'endroit ressemblait à un musée vivant, plafond peint, marbres anciens, tableaux d'époque. Pour Élodie, c'était comme marcher à travers un livre d'histoire. Mais derrière la splendeur, elle remarqua les fissures dans les murs, les dorures ternies, les systèmes vieillissants. « Cet endroit est mon cœur », déclara Francesca, les yeux brillants. « Chaque pierre a une mémoire. Mon mari m'a demandé sa main ici, dans ce jardin. » Elle poussa une porte donnant sur une cour fleurie où une fontaine chantait doucement. « Et c'est là qu'il m'a dit qu'un lieu n'a de valeur que si l'amour y demeure. » Élodie sentit sa gorge se serrer. À côté d'elle, Adrien restait silencieux, observant la beauté et la fragilité du lieu. Leur regard se croisa. Sans parler, ils se comprirent, entre héritage et rentabilité, le choix n'était pas simple. Les jours suivants s'enchaînèrent dans un tourbillon de réunions et de visites. Le matin, ils épluchaient des contrats, l'après-midi, ils visitaient d'anciens palazzi au plafond fissuré. Le soir, ils dînaient avec les membres de la famille Ricci et des investisseurs. Et chaque jour, Adrien semblait un peu moins distant. Élodie découvrait un homme différent de celui du restaurant parisien. Toujours ambitieux, certes, mais plus réfléchi. Un homme qui s'y tenait entre deux discussions sur les bilans comptables, et qui écoutait vraiment ce qu'elle avait à dire. Un soir, après une longue journée de négociations, ils se retrouvèrent sur la terrasse de l'hôtel. La ville en contrebas scintillait sous les lumières jaunes. Adrien servit 2 verres de vin rouge. « Vous êtes différente ici, dit-il doucement. »« Différente ? À Paris, vous étiez sur la défensive.
Ici, vous semblez libre. Peut-être parce qu'ici, tout respire la vérité. L'art, la beauté, même les ruines. Rien n'est faux. Il hocha la tête lentement. Vous savez, je pensais qu'il suffisait d'acheter un lieu pour en posséder l'âme. Mais vous m'avez prouvé le contraire. Élodie le fixa, surprise par la sincérité de son ton. Et vous, vous pensez qu'on peut posséder un cœur? Un sourire passa sur ses lèvres. J'essaie de ne plus en commettre l'erreur. Un silence confortable s'installa. Le vent faisait danser les mèches blondes d'Élodie. Adrien la regardait, pensif. Il allait dire quelque chose, mais son téléphone vibra. Le message fit disparaître toute trace de douceur sur son visage. Un problème? Demanda-t-elle. Un concurrent, James Bellamy. Il vient de faire une contre-offre au Ritchie. Une offre plus sentimentale que rationnelle. Il promet de garder leur nom sur les façades et leur personnel en poste. Et c'est un problème? Oui. Parce qu'il sait que Francesca se laissera toucher par ça. Bellamy veut me devancer, pas par stratégie, mais par orgueil. Il se leva brusquement. Cet homme a déjà tenté de me trahir sur un autre projet. Il joue sale. Élodie posa calmement son verre. Alors jouez différemment. Montrez-lui qu'on peut être puissant sans être cynique. Le lendemain, elle eut une idée. Plutôt qu'une énième réunion, elle proposa à Adrien d'inviter Francesca pour un survol en hélicoptère de plusieurs bâtiments que Beaumont avait restaurés en Italie. Montrez-lui ce que vous avez fait, pas ce que vous promettez, dit-elle. Faites parler vos actes. Adrien hésita, puis accepta. L'après-midi même, Francesca embarqua avec eux. Pendant le vol, Élodie observait la vieille femme découvrir les villas restaurées, les couvents transformés en hôtels, les fresques préservées. Quand ils atterrirent, Francesca avait les larmes aux yeux. Vous avez respecté l'âme de ces lieux, dit-elle doucement à Adrien. Peut-être vous ai-je jugé trop sévèrement. Le soir, ils dînèrent dans un restaurant perché sur les collines. Élodie regardait Adrien parler à Francesca, détendu, humain. Pour la première fois, elle vit en lui non pas le magnate, mais l'homme qu'il aurait pu être s'il avait appris plus tôt à écouter. Mais alors qu'il sortait, un frisson glacé la parcourut. Près de la porte, un homme blond, sourire faux et regard brillant, les observait. Bellamy, souffla Adrien entre ses dents. Le serpent a trouvé le nid. Et dès le lendemain, la guerre commença. Le soir suivant, un gala de charité réunit toute la haute société florentine. L'événement se tenait dans un ancien palais bordé de colonnes dorées, baigné de musique et de rire. Les Ritchie étaient conviés, tout comme Adrien et Élodie. Sous les lustres étincelants, tout semblait figé dans une élégance trompeuse. Mais à peine avait-il franchi la porte qu'un murmure parcourut la salle. James Bellamy, en smoking noir, les attendait, verre à la main et sourire carnassier aux lèvres. « Adrien! Quelle surprise! Je ne m'attendais pas à te voir ici. Tu ne raffoles pas de ces soirées, si ?» Sa voix sucrée cachait mal l'acide du défi. Adrien lui répondit d'un ton glacial. « Et pourtant, tu es toujours là où il y a des caméras, James. » Le sourire de Bellamy s'élargit. « C'est l'art du commerce, mon cher. Il faut savoir briller pour mieux convaincre. » Son regard se tourna vers Élodie. « Et voici la fameuse mademoiselle Moreau. Celle qui a corrigé notre ami milliardaire. Une légende sur Internet, paraît-il. » Élodie soutint son regard, poli mais ferme. « Légende ou pas, je préfère les faits à la mise en scène. » Bellamy haussa les sourcils, amusé. « Charmante et intelligente. Adrien, tu as décidément bon goût, en assistante. » « Elle n'est pas mon assistante, coupa Adrien d'une voix tranchante. Elle est ma consultante culturelle. » « Ah, pardonne-moi. Une consultante. Et aussi, peut-être, ta nouvelle faiblesse ?» Le silence tomba autour d'eux. Adrien serra les poings, mais Élodie posa une main légère sur son bras. « Laissez tomber, murmura-t-elle en français. Ce genre d'homme se nourrit du scandale. » Bellamy s'éloigna, satisfait d'avoir semé son venin. Pourtant, dans son regard, Élodie avait perçu autre chose, une menace déguisée en sourire. Le lendemain matin, la menace prit forme. Des journaux financiers titraient. Beaumont Group soupçonné d'irrégularité en Asie, les actions chutent de 7%. Adrien jeta le journal sur la table du petit déjeuner. C'est lui, grogna-t-il. Bellamy. Il a orchestré ça pour me faire perdre la confiance des Ritchie. Peut-on prouver que c'est faux? Demanda Élodie. Oui, mais pas assez vite. Dans quelques jours, Francesca lira ses articles et doutera de moi. C'est exactement ce qu'il veut. Elle vit, pour la première fois, la fatigue dans ses yeux. L'homme qui semblait indestructible paraissait soudain vulnérable. Elle posa doucement sa main sur la sienne. On trouvera un moyen. Ensemble. Il la regarda longuement, comme si ces mots avaient fissuré quelque chose en lui. Plus tard, lors d'une réunion urgente avec Francesca et son fils Lorenzo, la tension était palpable. La vieille femme, habituellement bienveillante, fixait Adrien d'un air froid. « J'ai entendu des rumeurs très inquiétantes, monsieur Beaumont. » Adrien resta calme, mais Élodie sentit son trouble.
Ce sont des mensonges, orchestrés par mon concurrent. Nous aurons bientôt la preuve. Lorenzo ricana. Les marchés réagissent à la réalité, pas aux excuses. Francesca leva la main pour le faire taire. Même si ce que vous dites est vrai, cela soulève une question. Si votre entreprise est si facilement déstabilisée, comment puis-je lui confier notre héritage? Élodie prit la parole sans réfléchir. Madame Ricci, dans mes recherches sur la Renaissance, j'ai vu que les plus grandes familles florentines ont toutes été victimes de calomnies. Les Médicis, les Strozzi, les Pitti. Ce qui les a sauvées, ce n'est pas l'absence de crise, mais la manière dont elles ont réagi face à l'adversité. Francesca l'écoutait avec une attention nouvelle. Continuez, ma chère. Je vous demande simplement de juger M. Beaumont non pas sur les rumeurs, mais sur ses actions. Donnez-lui une semaine. Une seule, et vous verrez qui dit vrai. Un long silence suivit. Enfin, Francesca hocha la tête. Une semaine. Pas un jour de plus. Lorsqu'ils sortirent dans la cour ensoleillée, Adrien lâcha un soupir. Vous m'avez sauvé. Pas encore, répondit Élodie. Mais on a gagné du temps. Il se tourna vers elle, et son regard se fit plus doux. Vous n'aviez aucune raison de me défendre. Pourquoi l'avoir fait? Parce que Le matin suivant, la lumière dorée filtrait à travers les rideaux de la villa Loredana. Élodie ouvrit les yeux sur le silence, puis sur un message inconnu sur son téléphone. Demandez donc à votre employeur ce qui s'est vraiment passé à la villa Sorrento. Tout n'est pas aussi noble qu'il le prétend. Son cœur se serra. Elle tapa le nom sur son moteur de recherche. La villa Sorrento, sur la côte amalfitaine. Acquise par Beaumont 3 ans plus tôt. Selon les archives, une famille italienne, les Venucci, avait vendu sous la contrainte financière. Sous la contrainte. Le mot vibra en elle comme un doute. Quand elle retrouva Francesca pour le déjeuner prévu, elle décida d'en parler franchement. Madame Ricci, je dois vous poser une question délicate. Connaissez-vous le dossier de la villa Sorrento? La vieille femme esquissa un sourire entendu. Je m'y attendais. Oui, et j'ai même parlé à Sofia Venucci, l'ancienne propriétaire. Élodie écarquilla les yeux. Et alors? Adrien a acheté la propriété à un prix juste, puis a embauché Sofia comme directrice et lui a laissé 10% des parts. Elle gère encore l'hôtel aujourd'hui. Francesca posa doucement sa main sur celle d'Élodie. Il a sauvé leur héritage, pas détruit. Cet homme n'est pas sans défaut, mais il n'est pas sans cœur. Le soulagement d'Élodie fut immédiat, presque douloureux. Francesca la regarda avec un léger sourire. Vous tenez à lui, n'est-ce pas? Je ne sais pas, murmura Élodie. Alors laissez votre cœur répondre avant que les affaires ne l'étouffent. Quelques heures plus tard, le téléphone d'Élodie sonna. C'était l'Adrien, la voix haletante mais triomphante. Nous avons retrouvé la trace de Bellamy. Les faux rapports viennent d'une société écran liée à son groupe. Tout est prouvé. La presse commence déjà à se rétracter. Je rentre demain. C'est fantastique. Souffla-t-elle, le sourire aux lèvres. Préparez-vous. Dès mon arrivée, on signe. Et après, peut-être. Sa voix se fit plus basse. On pourra parler d'autre chose que de travail. Quand Adrien arriva à Florence le lendemain, il paraissait épuisé mais déterminé. Ses yeux cherchaient Élodie avant même de saluer Francesca. Lors de la réunion finale, il présenta les preuves avec calme et assurance. Francesca écouta sans un mot, puis se leva lentement. Je crois que la vérité parle d'elle-même, dit-elle. Elle échangea un regard avec son fils. Mais j'ai une condition. Laquelle? Demanda Adrien. Mademoiselle Moreau restera en tant que consultante permanente du patrimoine pour la nouvelle division Villa Médicis. Élodie cligna des yeux, abasourdie. Moi? Vous comprenez ces lieux mieux que quiconque. Et vous, Adrien, aurez besoin de son regard pour ne jamais oublier leur âme. Adrien tourna vers elle un regard à la fois surpris et ému. Si vous acceptez, bien sûr. Elle inspira profondément. Ce poste signifiait renoncer à son doctorat à court terme, mais aussi ouvrir un avenir concret, vibrant. J'accepte, dit-elle, la voix tremblante mais sûre. La signature eut lieu sous le soleil déclinant, dans le grand bureau aux fresques anciennes. Quand les contrats furent paraphés, Francesca leva son verre. À la Renaissance, pas seulement de nos hôtels, mais aussi de ce que l'humanité a de meilleur. Le soir venu, Adrien proposa de dîner dans une petite trattoria nichée dans une ruelle fleurie. Pas de serveur en gants blancs, pas de cristal, juste une lumière chaude et 2 assiettes de pasta al tartufo. Ils rirent pour la première fois sans enjeu, sans masque. Je n'arrive toujours pas à croire que vous avez tenu tête à Bellamy devant tout le monde, dit Adrien en souriant. Je n'ai fait que dire la vérité, répondit-elle simplement. Et vous m'avez appris qu'elle pouvait être plus forte que le pouvoir. Le ton se fit plus doux. Élodie, je ne suis pas doué pour les aveux. Mais depuis Paris, depuis ce soir où vous avez osé me parler comme personne, je n'ai cessé de penser à vous. Elle sentit son cœur se serrer. Adrien, laissez-moi finir. Il posa sa main sur la sienne. J'aimerais découvrir ce que nous pourrions être, au-delà des contrats et des titres. Elle baissa les yeux, émue.
Et si ça ne marche pas? Alors, au moins, on aura essayé. Mais je crois que certaines choses méritent d'être risquées. Ils marchèrent ensuite dans les ruelles dorées, leurs mains s'effleurant, puis se joignant naturellement. Sous les lampadaires, Florence semblait bénir leur hésitant début. Devant la porte de son hôtel, Adrien se pencha doucement. Leur premier baiser fut lent, vrai, presque timide. De l'insulte au baiser, en 6 semaines, murmura-t-il contre ses lèvres. La plus belle thèse que j'aurais jamais écrite, souffla-t-elle en riant. 6 mois plus tard, la cour du nouveau Villa Médicis Firenze renaissait, splendide. Les murs nettoyés, les fresques restaurées, les jardins refleuris. Élodie supervisait les derniers détails lorsqu'une voix familière retentit derrière elle. Toujours aussi perfectionniste, docteur Moreau? Elle se retourna. Adrien s'avançait, un écrin de velours à la main. Il l'ouvrit. À l'intérieur, une bague ancienne, ornée d'une émeraude. C'était celle de ma grand-mère. Je crois qu'elle aurait l'approuvé que je te la donne. Les larmes lui